bonjour à tous. Je suis donc Hervé Tilly, je suis sous-directeur à la DRI, qui est la Direction des Relations Européennes, Internationales et de la Coopération, qui, sous la double tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur d'un côté et du ministère de l'Éducation nationale de l'autre, s'occupe, le dire vite, de toutes les relations internationales et européennes. J'ai en charge l'ensemble de la zone européenne, donc j'ai à la fois le communautaire, au sens strict, le multilatéral et le bilatéral. Et en fait, les deux sont liés. Voilà. Je voudrais dans un premier temps excuser Madame Fioraso, donc, qui est la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Comme vous le savez, d'abord, elle est extrêmement occupée par les dernières phases de l'adoption de la loi. Et puis, aujourd'hui précisément, et c'est en lien avec ce que je vais exposer là maintenant, elle est à Bruxelles dans le cadre du Conseil compétitivité. Vous savez que Mme Fioraso a deux fers sur le feu s'agissant de ce qui nous intéresse. Elle a à la fois le programme H2020, c'est-à-dire le programme recherche, le successeur du PCRD, pour ceux qui connaissent bien. Et ça se fait dans le cadre du Conseil compétitivité. C'est là que Mme Fioraso est aujourd'hui. Puis de l'autre côté, il y a le Conseil éducation. Et là, c'est le programme Erasmus pour tous. Je reviendrai sur le nom peut-être tout à l'heure, s'il y a des questions. Et ça, c'est dans le cadre du Conseil éducation. Il y a un petit peu moins de Conseil éducation, mais aujourd'hui, Mme Fioraso est à Bruxelles pour le Conseil compétitivité. Quand j'ai vu le titre de mon intervention, parce que je ne l'ai pas choisi, démocratiser Erasmus, je me suis dit, oulala, je vais m'empresser de faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire de proposer mon sujet habituel. Je vous présente Erasmus pour tous, et puis on n'en parle plus. Et puis je me suis dit que c'était un bon exercice, finalement, de réfléchir à une vraie thématique, surtout que c'est une thématique qui est au cœur de la plupart des interventions de la ministre. Et qui est vraiment un des fils rouges qu'elle a suivi depuis qu'elle s'est engagée sur ces questions-là. Peut-être parce que, justement, à l'heure où nous traversons quand même une période de crise très forte, l'idée petit à petit se fait jour que l'éducation, la formation et les questions qui y sont relatives sont peut-être une façon de sortir de la crise par le haut. L'expression peut faire sourire, mais c'est quand même l'idée. Et que, justement, cet Erasmus pour tous, alors j'expliquerai après de quoi je vais parler exactement, c'est peut-être une bonne façon d'encourager les mobilités, c'est aussi une bonne façon d'optimiser tout ce que peuvent permettre les mobilités, et puis aussi, là c'est aussi un souci de mon autre ministre de tutelle qui est Vincent Peillon, qui travaille aussi sur les questions d'Erasmus pour tous, de constituer un vrai esprit européen. C'est-à-dire que l'Europe aussi, elle est un petit peu en panne. La mobilité Erasmus, c'est une des façons aussi, par la circulation, le fait de se connaître, de parler, etc. C'est une façon de renforcer l'esprit européen. Et qui dit esprit européen, dit citoyenneté européenne. C'est l'année, effectivement, de la citoyenneté européenne. On est en train de préparer cette année. Et puis, effectivement, c'est aussi une façon d'exploiter tous les potentiels de l'Europe pour mieux répondre à la crise. Madame Fioraso s'est beaucoup engagée, comme vous le savez, ces derniers mois, depuis qu'elle est arrivée, sur Erasmus pour tous. Elle s'est beaucoup engagée sur la négociation. Vous le savez, et Antoine Godebert l'a dit, ce programme, il est assez innovant parce que derrière Erasmus pour tous, et je vous dis, je reviendrai sur le nom s'il y a des questions, on a vraiment l'idée d'un programme intégré avec la jeunesse, l'enseignement supérieur, l'éducation, tout ce qui est scolaire, les sports, c'est nouveau, alors j'en parle parce que c'est particulier, c'est nouveau aussi, hein, les sports, il n'y avait pas de sport avant, et puis donc un programme très intégré, très visible, un nom qui permette de véritablement exploiter le label Erasmus, et c'est pour cette raison que déjà, dans un premier temps, et avant de poursuivre, je voudrais lever toute ambiguïté. Et je crois que vous êtes tous familiers de la chose, et c'est peut-être pas la peine d'insister là-dessus. Mais quand on parle de démocratiser Erasmus, je parle du programme de mobilité de l'enseignement supérieur dans le cadre du programme éducation-formation tout au long de la vie. Mais maintenant, on parle aussi du futur programme. Et moi, je voudrais qu'on parle plutôt du futur programme plutôt que de ce qui est en train de se mettre en œuvre là et qui s'achève au cours de l'année 2013. Donc, ce qui m'intéresse, c'est Erasmus. Je vais dire Erasmus à chaque fois, mais ça veut dire Erasmus ou Erasmus enseignement supérieur dans le cadre du futur programme. Je parle bien de la mobilité de l'enseignement supérieur dans le futur programme, quel que soit son nom. Mais il y a peu de chances, en tout cas, que le mot Erasmus disparaisse.
Ce que je voudrais aussi rappeler, c'est que même si je vais essayer d'évoquer avec vous des pistes d'amélioration dans la mise en œuvre de ce programme Erasmus, pour le démocratiser, on va peut-être aussi se poser la question de savoir ce que ça veut dire que démocratiser Erasmus. Je voudrais juste rappeler que déjà Erasmus, c'est un énorme succès. Enfin, c'est pas pour rien qu'on a envisagé d'appeler l'ensemble du programme Erasmus. C'est un vrai succès. Et c'est un vrai succès d'abord parce que ça a permis l'amélioration et le renforcement de la dimension de l'enseignement supérieur. Il y a eu un très gros effet structurant sur l'enseignement supérieur grâce à Erasmus. C'est aussi un succès parce que ça a permis quantitativement, et vous verrez que mon approche est plus qualitative ensuite, mais quantitativement, ça a permis de multiplier les mobilités en Europe. Ensuite, ça a permis de renforcer les coopérations multilatérales entre les établissements d'enseignement supérieur, d'une part, et puis aussi entre les établissements supérieurs et le secteur privé et les entreprises, d'autre part. Et puis le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est la transparence et la reconnaissance des qualifications acquises dans l'enseignement supérieur. C'est aussi lié au processus de Bologne, mais tout ça, ça a beaucoup contribué justement aussi à cette transparence et à cette reconnaissance des qualifications mutuelles. Je ne l'ai pas écrit, mais je vais vous le dire, lorsque Madame Fioraso a rencontré Madame Vassiliou, qui est la commissaire en charge de l'éducation, elles se sont rencontrées et Madame Fioraso, c'est une des premières choses qu'elle a dites à Madame Vassiliou. Elle lui a dit connaissez l'auberge espagnole, tout ça est très beau, mais j'ai quand même l'impression qu'au travers de ce film, on a l'impression qu'on ne touche qu'une partie de la population et pas l'ensemble de la population. Et qu'il y a un côté élitiste, et que le film évidemment fait une grande publicité à Erasmus, mais qu'il y a un caractère élitiste à Erasmus, et que finalement, on ne touche pas des pans entiers de la population, et que certains potentiels ne sont pas forcément véritablement touchés par le programme Erasmus. Et c'est pour ça que dans un premier temps, j'aimerais évoquer avec vous comment nous avons essayé, puisque c'est nous qui sommes en charge de la négociation, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de renfermement, de resserrement d'Erasmus par rapport aux publics qui sont visés, c'est-à-dire vraiment l'élargissement. Antoine Godbert a parlé d'ouverture de l'Europe, ça c'est un aspect, il y en a d'autres et je vais prendre 2-3 exemples. Et puis j'évoquerai 2-3 pistes qui sont des pistes juste de réflexion, vraiment au tout début de notre réflexion pour voir comment est-ce qu'on peut assurer une meilleure promotion et faire en sorte que ce programme Erasmus véritablement soit le plus ouvert possible. Le premier exemple, il est un peu... il rejoint ce qu'a dit Antoine Godbert, il est sur le nom. C'est capitaliser sur le nom Erasmus. Comment est-ce qu'on peut capitaliser sur le nom Erasmus? Vous le savez, la France, dès le début, a soutenu le nom Erasmus pour tous. Je fais juste une petite mise au point. Nous sommes à l'heure actuelle, comme l'a dit Antoine Godbert, en fin de négociation, je dirais, oui, dans la phase finale de négociation du programme. Vous savez que le budget, lui, est négocié dans un cadre beaucoup plus général qui s'appelle le cadre financier pluriannuel, qui est un cadre qui touche tous les programmes, tous, pas seulement Erasmus. Ce qui fait que nous sommes, pour ce qui nous regarde, extrêmement dépendants de ce qui se passe dans d'autres conseils, dans d'autres enceintes. Donc, le budget d'Erasmus, il n'est pas géré uniquement par nous, bien entendu, sinon on aurait obtenu tout ce qu'on veut. Il est le résultat de toute une série de difficiles négociations. Et donc, les sommes qui ont été avancées, c'est juste une parenthèse, les sommes qui ont été avancées par Antoine Godbert sont à peu près celles qui, effectivement, en ce moment, sont sur la table, sans qu'on sache si véritablement ce sont celles qui seront adoptées, c'est-à-dire sous la rubrique 1A, environ 13 milliards, avec des financements supplémentaires sur la rubrique 4, celle qui concerne Tempus, EduLink, Alpha et puis Erasmus Mundus, de mémoire. Et par ailleurs, donc ça fait à peu près 13 milliards, ça veut dire qu'en euros courants, on va arriver à 14 milliards et demi, quelque chose comme ça. Donc on sera dans cet ordre-là, ce qui représente quand même une augmentation significative. Bref, je ferme la parenthèse, nous sommes dans la phase finale de négociation. Le dernier trilogue, ça c'est une note de contexte, le dernier trilogue devait avoir lieu lundi, c'est-à-dire ce triple dialogue entre la Commission, le Conseil, c'est-à-dire les États membres, et le Parlement devait avoir lieu lundi, il a été reporté. Il a été reporté au mois de juin parce que justement la discussion est encore très très intense.
Donc sur ce nom-là, on a soutenu Erasmus pour tous, d'abord parce que c'était un label d'une certaine façon. On s'est dit que c'était une façon de capitaliser, de mieux faire connaître, de mieux diffuser. Et j'en veux pour preuve que, si vous suivez un petit peu l'actualité, vous avez peut-être vu que dans un des derniers communiqués de presse de la présidence de la République, il a été question d'un Erasmus des apprentis. On sait bien qu'il existe déjà un Erasmus des apprentis, mais si on met le mot Erasmus sur Erasmus des apprentis, ça n'est pas pour rien. C'est parce que précisément, on veut utiliser ce terme Erasmus pour montrer à quel point il faut que tous les programmes soient à ce point populaires, connus de tous. Et donc, si on parle d'Erasmus des apprentis, c'est aussi pour ça. Donc, un nom valorisé, optimisé, capitalisé sur ce nom Erasmus. Et puis un autre point qui n'a pas été évoqué par M. Godbert, et pour cause parce que l'agence n'est pas en charge ni de le négocier, ni de le mettre en œuvre, c'est la garantie de prêt pour les étudiants. Alors je ne sais pas si vous savez de quoi il s'agit, mais la Commission a décidé, dans ce nouveau programme, c'est une nouveauté, hein, ça existait dans la recherche, ça n'existait pas là, elle a décidé de créer un fonds de garantie avec de l'argent public, de l'argent d'Erasmus pour tous, à hauteur, c'était dans sa proposition, de 880 millions d'euros. C'est un fonds de garantie qui était destiné à permettre de garantir des prêts à des étudiants. Donc, prêts à des étudiants uniquement en master. Et donc, l'idée, c'était, avec l'aide de la BEI, la Banque européenne d'investissement, de créer un fonds. Et ce fonds-là permettait de garantir des prêts aux étudiants. Bien évidemment, quand Mme Fioraso est arrivée au ministère, pour le coup, la proposition avait déjà été faite. Et donc, nous avons réfléchi longuement au ministère, au cabinet, pour voir comment nous allions nous positionner, quels étaient les risques de cet instrument. Et nous avons défini une position qui était de ne pas dire non, pour ne pas être fermé, mais en tout cas de limiter considérablement, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il nous semblait qu'endetter les étudiants, c'était peut-être pas la meilleure façon de leur permettre de correctement continuer leurs études. Vous êtes tous en contact avec le monde universitaire, vous savez très bien que les familles aisées, on n'a pas besoin d'emprunter pour faire de la mobilité si on en a envie. C'était peut-être pas le bon instrument, effectivement, pour permettre une vraie démocratisation d'Erasmus. Ensuite, on a considéré qu'elle n'avait pas vraiment d'impact structurant, puisque ce sont des relations individuelles entre la banque et l'individu, parce que c'est la BEI, la commission et l'individu qui empruntent tout simplement. Ces emprunts à hauteur de 12 ou 18 000 euros, hein, c'est quand même des sommes assez conséquentes. Alors avec quelques garanties quand même, hein, c'est-à-dire qu'on ne remboursait qu'après, mais enfin il fallait rembourser à un moment ou à un autre, et ça c'était quand même relativement dangereux, donc pas vraiment de système d'effet structurant. Ensuite, assez coûteux, parce qu'en fait on est rentré dans les calculs et on s'est rendu compte que le prêt ça permettait moins de mobilité que les bourses, même si les bourses ne sont pas très élevées en France, ça permettait quand même moins de mobilité. Et ensuite, on a proposé, alors ça c'est vraiment une position française, on l'a portée jusqu'au bout, je pense qu'elle sera retenue, c'est d'en faire vraiment un instrument expérimental. C'est-à-dire pendant 7 ans, on voit comment ça fonctionne dans les premières années, on fait une évaluation à mi-parcours, et à ce moment-là, on voit ensuite ce que ça donne, on fait cette évaluation, et on voit si on continue ou si on ne continue pas. Donc, un des éléments qui a motivé justement la position française, c'est précisément de faire en sorte qu'on n'ait pas petit à petit, dans Erasmus pour tous, des instruments qui favorisent trop certaines catégories de la population et pas assez d'autres. L'emprunt, c'est lourd en conséquence ensuite pour la vie des étudiants. Il n'était pas question de don, hein, on est bien d'accord, ni de bourse, c'était un emprunt qu'il fallait ensuite rembourser avec des taux qui étaient certes préférentiels, mais étaient quand même des taux à rembourser en plus. Voilà. Donc, nous avons beaucoup bataillé sur ces questions-là. Nous avons essayé de faire en sorte que ce programme soit le plus ouvert. Je ne reviendrai pas sur tout ce qu'a dit Antoine Godbert. Évidemment, nous y avons largement contribué, puisque c'est le ministère qui conduit les négociations à Bruxelles. Le point sur lequel je voudrais venir maintenant, et après je répondrai à vos questions, c'est véritablement les perspectives d'avenir et comment essayer de faire en sorte qu'il y ait cette démocratisation qui était le sujet de mon intervention. On y a
pas encore vraiment réfléchi, mais en première approche, il nous a semblé qu'on pouvait avoir éventuellement des premières pistes. La première, c'est que les allocations, la bourse Erasmus est relativement faible. C'est vraiment un point de départ. J'ai pris le chiffre, le niveau de l'allocation mensuelle d'études en France, il est de 173 € mensuels. C'est pas non plus, c'est pas une bourse très importante. Donc ça, c'est le point de départ. Et les pistes sur lesquelles on pourrait travailler, me semble-t-il, et qui ne sont pas des pistes coûteuses, mais qui permettent peut-être d'ouvrir, c'est d'abord de mieux sensibiliser les publics cibles, c'est-à-dire les publics avec lesquels vous travaillez ou nous travaillons aussi. Plusieurs études ont montré que beaucoup de jeunes n'ont pas accès à l'information sur les possibilités offertes par Erasmus. Ça peut paraître paradoxal, hein, et de mon point de vue, parce que je baigne dedans, et du vôtre, parce que vous êtes très sensibilisés à ces questions-là, mais on n'est pas forcément au courant des possibilités offertes par Erasmus. Ou parfois, il y a aussi un phénomène d'autocensure. On se dit, bah, Erasmus, bon, c'est bien, mais c'est pour les autres, ou c'est pas pour moi. Je reviendrai dessus, peut-être notamment tout ce qui touche à l'apprentissage et à l'enseignement professionnel. Ensuite, il faut sensibiliser tous les types d'établissements, pas seulement les établissements universitaires classiques ou les lycées. Il y a véritablement un travail à faire. Antoine Godbert le fait très bien avec l'agence, mais il faut aller encore plus loin. Il faut vraiment se dire que les plus grosses réserves d'étudiants sont quand même dans les universités. Dans les universités. Il y a 63%, 63% des étudiants sont dans les universités. C'est le chiffre qu'on a retenu. Donc ça veut dire que le potentiel, il est dans les universités. Il y a un gros travail à faire dans les universités, pas seulement dans les grandes écoles, toutes les universités. Troisième point, c'est de veiller notamment à ce que le prochain programme touche aussi les filières technologiques et professionnelles. Alors, quand je dis filières technologiques et professionnelles, je prends ma casquette des deux ministères, c'est-à-dire à la fois le ministère de l'Éducation nationale pour ce qui est avant le bac, mais aussi pour l'enseignement supérieur pour ce qui est après le bac, c'est-à-dire notamment les filières courtes, notamment les BTS dans les lycées, les IUT, bien entendu, et tous ces instituts universitaires de technologie qui peut-être me direz-vous le contraire, mais nous, en tout cas, on a l'impression de ne se pas toujours bien sensibiliser aux nombreuses possibilités qu'offre Erasmus pour tous. Enfin, pardon, peut-être qu'il faudrait réfléchir, et là, je n'ai pas de solution, mais on peut aller plus avant, réfléchir à bien introduire le cursus, la mobilité dans le cursus des étudiants. C'est-à-dire véritablement faire en sorte que quand on a fait une mobilité, on ait une valeur ajoutée de la mobilité dans son cursus. Pour le coup, ça me semble une idée assez intéressante. L'idée que vous avez fait une licence ou vous avez fait un master, vous avez dans votre master une mobilité, il faut que cette mobilité vous rapporte quelque chose, ou soit vraiment valorisée dans le cadre du cursus. Comme je vous l'ai dit, donc nous sommes en phase terminale, enfin en phase finale de la négociation. Je ne vais pas, on espère aussi un peu terminal, mais comme l'a dit Antoine Godbert, on ne l'aura pas. Il est peu probable qu'on ait un accord au mois de juin sous présidence irlandaise. Il est probable que tout ça déborde un peu sur la présidence lituanienne. Donc, à l'heure actuelle, véritablement, ce qui nous intéresse, nous, c'est de maintenir nos positions sur les points qu'a évoqué Antoine Godbert. Je les résume, hein. C'est le non, pas pour jouer aux guerres picrocolines avec Madame Pack au Parlement européen. Hein. Ce n'est pas l'objectif. Si on choisit de soutenir Erasmus pour tous, c'est parce qu'il nous semble qu'il y a de vraies raisons. Maintenir les noms aussi des sous-programmes, pas pour le plaisir de les changer, mais pour essayer de faire en sorte qu'effectivement ce label Erasmus permette de valoriser tous les programmes, et pas seulement le programme de mobilité dans l'enseignement supérieur. La garantie de prêt, qui nous semble être un instrument qui doit être limité pour éviter qu'il n'y ait des dérives et le surendettement des étudiants au final, hein, et de certains étudiants, parce que c'est que pour les masters. Il y a de sombres histoires dont vraiment je vais vous dispenser sur les actes délégués et la comitologie, c'est-à-dire les équilibres entre les États membres et la Commission dans la mise en œuvre du programme lui-même. Les enjeux sont énormes derrière, hein, mais pour le coup c'est très juridique.
Et puis, il y a aussi, très important, la question des indicateurs de performance du programme. Comment est-ce qu'on les règle, comment on les décide, comment on les définit. C'est aussi lié à cet aspect-là. Et puis d'autres aspects, mais qui vont petit à petit s'éclaircir quand le premier comité de programme se réunira. Voilà. Je vous remercie. Je suis prêt à répondre à toutes les questions, aussi bien sur les pistes que j'ai évoquées sur la démocratisation d'Erasmus. Elles sont prudentes, hein, ce n'est pas des pistes révolutionnaires, mais c'est au moins des axes sur lesquels nous, on entend bien travailler quand on va passer à la phase de mise en œuvre. Et puis d'une manière générale, puisque je suis en charge au ministère de la négociation du programme pour la France, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup. Je suis très réservée sur votre position vis-à-vis des prêts étudiants. Parce qu'à Sciences Po, on est régulièrement confronté à des étudiants qui ont épuisé tous leurs quotas de bourse de mobilité, qui décrochent en fin de cursus le stage de leur vie aux États-Unis ou à Shanghai ou peu importe, et qui du coup vont devoir passer par un prêt bancaire. Et si ce n'est pas dans le cadre Erasmus, ça va être dans le cadre privé. Et c'est bien pire en termes de surendettement des étudiants et de dépendance au système bancaire. Et je trouve que c'est un peu fort ce que je vais dire, mais c'est peut-être un peu idéologique cette position de dire en Europe, les étudiants ne doivent pas s'endetter pour étudier. Alors, je vais tout de suite vous arrêter sur un point, il ne s'agit pas de l'Europe, hein. Parce qu'en Europe, pour le coup, la position française, elle est extrêmement... On est relativement isolé. Mais j'attire votre attention sur un point, et je l'ai bien dit. La ministre, quand elle est arrivée, elle n'a pas souhaité supprimer cet instrument. Je n'ai pas dit supprimer cet instrument. Sinon, j'aurais eu la position de la Slovénie ou de l'Autriche, qui ont demandé purement et simplement, parce qu'ils ont ça chez eux, donc ils n'en ont pas besoin, ils ont dit, c'est pas la peine. Pas besoin de mettre de l'argent d'Erasmus pour tous là-dedans. La position de la ministre, qui a largement été motivée par nos avis à nous, au ministère, c'était de dire, au lieu de mettre 880 millions sur un instrument dont on ne connaît pas les conséquences, alors qu'il est tout nouveau, hein, on va le limiter. C'est-à-dire qu'on va limiter le budget en pourcentage. C'est-à-dire que quel que soit ensuite le budget qui sera finalement voté, ce que nous proposons comme départ, et nous savons très bien que ce n'est pas à ça qu'on arrivera, c'est 2%. 2%, ça fait déjà presque 350 millions d'euros en termes de garantie. Donc, l'objectif, enfin, le but de notre ministère, ce n'était pas du tout de supprimer cet instrument qui peut être utile pour certains, mais c'était de faire en sorte que dans un premier temps, justement, il soit bien encadré et qu'on ne distribue pas n'importe comment des prêts sans savoir comment ensuite on va réguler ça. Parce que tous les détails, nous on fait une négociation à l'aveugle. C'est-à-dire que la Commission nous dit, voilà, on va faire cet instrument, mais nous derrière on ne sait pas ce qu'il va y avoir. On ne sait pas qui vont être les relais, on ne sait pas combien vont être les taux, on ne sait pas quand. Quoi qu'en dise la Commission, on ne sait pas quand on va demander. Est-ce qu'on demande à l'étudiant quand il travaille, quand il a trouvé un emploi, quand il quitte ses études, à 1 an, à 2 ans, combien de temps après ? Parce qu'on ne trouve pas forcément un emploi tout de suite quand on quitte ses études. Si vous êtes contraint de rembourser tout de suite, c'est extrêmement dangereux. Bref, c'est tous ces aspects-là que nous, on a souhaité encadrer. Donc, il ne s'agissait pas du tout, et c'est fort, hein, parce que vous avez raison sur un terme, c'est idéologique. On aurait pu être idéologique et dire cet instrument-là, comme d'autres pays, on n'en veut pas du tout. On a dit non. Il faut garder ce panel, il faut garder cette diversité, mais comme c'est la première fois qu'on crée cet instrument, il faut l'encadrer. Vous savez, dans le domaine de la recherche, puisque moi je viens de la recherche, il y a 7 ans, on a créé aussi ça s'appelait le Risk Sharing Finance Facility, le RSFF. Dans le domaine de la recherche, ça n'a pas fait l'objet de discussion. On a limité, on a dit c'est 1 milliard, et sur ces 1 milliard, on fait 500 millions. Pendant 3 ans et demi, on fait une évaluation, on regarde si ça marche pas, on arrête, si ça marche, on continue. Voilà. Et il n'y avait pas de raison que dans le cadre d'Erasmus pour tous, on ne fasse pas pareil. Donc on a fait pareil. Nous, on a proposé 2%. C'est une négociation, hein, c'est un jeu de poker. Moi, je tiens toujours 2%.
je sais bien que je lâcherai un peu plus, et donc on aura quand même, fort probablement, un budget qui risque de voisiner avec les 500 millions d'euros, un demi-milliard quand même, pour des emprunts. Mais je pense que là, nous aurons marqué, en tant que France, qu'on n'entendait pas comme ça utiliser de l'argent public pour garantir de l'emprunt de façon irréfléchie. Il fallait que ce soit bien encadré. Certains pays ont des positions très, très, très libérales sur cette question-là, en disant moins on fera de bourse et finalement plus on fera d'emprunt, mieux ce sera. Et entre les deux, il y a peut-être un équilibre à trouver. Oui ? C'est gentil. Alors, Anne Corbett, la question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les objectifs quantitatifs pour la mobilité? Je pense actuellement c'est 4% de la population de l'enseignement supérieur dans un programme élargi et en sachant qu'il y a l'objectif 20%. Alors, vous avez raison sur un point, c'est qu'il y a des objectifs, il y en a beaucoup. Globalement, l'objectif qu'on utilise comme base, c'est de doubler, c'est de multiplier par 2 les mobilités. L'objectif, c'est la multiplication par 2, c'est-à-dire une augmentation de 100%. La multiplication par 2 des objectifs de mobilité. C'est en ça d'ailleurs que, par exemple, le prêt, parce que ça a des conséquences fortes. Quand vous regardez, comme nous faisons au ministère, sur un tableau budgétaire que vous voyez année par année, ce qui est dédié à la mobilité en bourse sur l'enseignement supérieur, et que vous enlevez la partie qui est consacrée au prêt, ça vous diminue les bourses quand même assez considérablement. Et donc ça diminue le nombre de mobilités. Alors certes, ça fait des mobilités qui sont peut-être plus confortables en termes d'argent, mais ça diminue le nombre de mobilités. Donc c'est vrai que pour cette raison aussi, le système d'emprunt pour nous nous semblait risquer de limiter cet objectif de doublement de la mobilité. L'objectif, c'est le doublement. Et ça, c'est objectif français ou objectif... Non, c'est un objectif européen. Français par définition et européen. Oui, c'est une question un peu technique. Il semblerait que dans le prochain programme, donc le budget attribué par la Commission ne serait plus versé aux agences nationales, mais directement au ministère. Et que de même, le ministère serait l'interlocuteur de la Commission et de l'agence exécutive, avec toutefois la possibilité au ministère de déléguer aux agences nationales. Alors, je voulais savoir s'il y avait une gouvernance qui avait été déjà établie au niveau français. Écoutez, alors non. Si monsieur Godbert était là, il serait surpris d'entendre que tout l'argent va être... moi, c'est des renseignements qu'on a eus à Madrid. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est... Alors là, pour le coup, c'est assez technique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent, contrairement à la recherche d'ailleurs, l'argent d'Erasmus pour tous, il est de toute façon versé aux États membres. C'est décentralisé. C'est décentralisé aux États membres de toute façon. La tutelle de l'agence, ça reste le ministère. Donc, nous sommes responsables, c'est-à-dire que le ministère est responsable du fonctionnement de l'agence, nous sommes responsables de l'audit de l'agence. C'est ce qu'on appelle la déclaration d'assurance de l'agence. Donc, tous ces aspects-là font que, certes, l'argent, il est versé aux États membres, c'est vrai, mais à ce stade, je n'ai pas entendu dire qu'il ne serait pas de toute façon mis en œuvre par l'agence. Bien sûr qu'il sera mis en œuvre par l'agence. Nous sommes responsables en tant que pays, en tant que ministère pour le fonctionnement de l'agence. L'agence met en œuvre. Vous savez que ce n'est pas tout à fait les 100% du budget. Antoine Godbert l'a dit, il y a 65% du budget d'Erasmus pour tous qui est donné aux agences nationales, avec là aussi une répartition un peu complexe. Vous avez des volumes financiers qui sont donnés aux agences, et puis ensuite il y a des ajustements en fonction des demandes des agences, c'est-à-dire la participation. C'est très différent de la recherche où de toute façon tout est géré à Bruxelles et où les équipes de recherche vont sur la base du critère d'excellence être sélectionnées. C'est un peu différent là, Erasmus. Donc pour répondre à votre question, à ce stade, ce sera demain comme il est aujourd'hui.
ça ne va pas être si simple, hein, parce que la Commission nous a demandé un contrat avec une seule agence, elle voudrait qu'il y ait une seule agence, mais bon, elle ne nous dira pas vraiment avant l'automne si c'est vraiment contraignant ou pas. Vous connaissez les États membres, hein, ils vont dire bah, on ne va rien toucher, ce sera plus simple. Donc il est probable qu'on restera un petit peu sur les positions actuelles. Donc non, il n'y aura pas de changement fondamental pour vous, fondamentaux pour vous. Mais il y en aura pour nous, fort probablement. Ça va être un peu plus délicat. Et je sais à quoi vous faites allusion. Et donc, mais c'est très technique et pour vous, c'est transparent. C'est des questions surtout de gestion entre la tutelle, l'agence, la commission. C'est essentiellement des histoires d'argent et derrière l'argent, de responsabilité. Mais pour vous, ça ne changera rien. Bonjour, en fait on est deux collègues à avoir une question, c'est la même, donc voilà, je peux la poser pour nous deux. On est de l'Université Lyon 2, on souhaiterait savoir si dans l'esprit de démocratisation d'Erasmus, etc., il y a des choses particulières qui vont être mises en place pour les étudiants handicapés, par exemple. En plus de ce qui existe déjà auprès de l'agence, mais si dans les tuyaux, on va dire, de ce qui se négocie en ce moment, s'il y a des choses un peu particulières qui vont être faites à ce sujet-là. Je vais être honnête avec vous, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est un vrai sujet. Je dirais dans la négociation globale dans laquelle on se trouve en ce moment, qui est une négociation très générale avec des gros volumes financiers sur des enjeux très politiques et encore un peu macro, cette question-là n'a pas encore été abordée. Je vous avouerai même, pour être honnête, parce que je ne suis pas au ministère depuis très longtemps sur ces questions-là, je vous avouerai même, pour être honnête, que je ne sais pas s'il se fait, à l'heure actuelle, des choses particulières, s'il y a des actions. Je ne sais pas, sûrement, oui. Alors, je peux déjà vous dire qu'il est fort probable que ça sera reconduit. Je vois mal, alors qu'on essaye, au contraire, justement, de faire un Erasmus pour tous le plus ouvert possible. Je vois mal revenir sur ces questions-là. En même temps, après, ce sont des programmes qui sont définis quand tout le grand cadre est défini. Donc après, ce sont des questions qu'on va régler toute l'année, hein, et puis en 2014. Mais c'est un vrai sujet. Donc, vous voyez, honnêtement, je vous dis, on ne l'a pas encore abordé. Bonjour, je suis Béatrice Boutrin, relais d'AREIC du rectorat de Grenoble. Dans le cadre de la démocratisation d'Erasmus, vous avez parlé de sensibiliser les lycéens, notamment ceux des lycées pro et lycées techniques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, c'est des pistes sur lesquelles nous travaillons. Et c'est vraiment des sujets qui intéressent les deux ministres. Parce que là, vous parlez d'établissement, on est avant le bac. Mais on pourrait dire la même chose pour les licences pro, par exemple, c'est-à-dire après le bac. Ça intéresse les deux ministres. C'est des questions qui nous sont venues, ce sont des propositions qui nous sont venues à l'idée. On n'a pas encore d'action concrète à mettre derrière, parce qu'on est en train d'y réfléchir. Et d'ailleurs, on est ouvert à toutes les propositions. On n'a pas d'action précise à mettre derrière. Parce que ça, pour le coup, ça sera du franco-français. C'est à nous, là, de nous mobiliser pour faire en sorte que toutes les filières, toutes les sections générales, technologiques, professionnelles, aussi bien avant le bac qu'après le bac, soient sensibilisées à ces questions de mobilité. Donc là encore, pour vous répondre honnêtement, on n'a rien mis derrière, parce que ce sont des pistes que la ministre nous a demandé de travailler, et on n'a pas encore vraiment d'action concrète derrière. Mais on est très ouvert aux propositions, par contre, qui remonteront. Et en plus, il faut se dire qu'un ministère, la France en ce moment, elle est complètement prise par la négociation. C'est-à-dire que pendant 2 ans, ce sont des cycles de 7 ans, pendant 2 ans, on travaille nuit et jour, parce qu'en plus le Parlement, il se réunit la nuit, enfin tout ça est très... Et puis il y a des amendements, il y en a des milliers. Donc on est très pris par la négociation à courte vue, c'est-à-dire le non, le toi. Vous voyez, on a des positions, il faut les tenir. Et on est derrière nos tranchées, on avance, on a des alliés, enfin c'est vraiment... Et alors on ne réfléchit pas beaucoup à ce qu'on va faire ensuite pendant 5 ans.
Donc on commence maintenant à se dire, bon alors une fois que tout ça sera derrière nous, pendant 5 ans, quand on va le mettre en œuvre, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça marche bien? Et ça, on commence seulement au bout d'1 an et demi à s'y remettre, parce que la négociation dans le cadre communautaire, c'est quand même c'est une épreuve. Alors je vais poursuivre puisque j'ai le micro, donc la DARIC de Grenoble également. Donc une autre question, en fait, il a été mentionné, donc il y a une volonté de simplifier les procédures. Donc je voulais savoir si le document en fait d'inscription, par exemple du style un projet Comenius, un projet de partenariat multilatéral Comenius, va être plus simple à remplir. Première question. Oui, nous le souhaitons. Alors ça, ce sont des questions que nous allons régler. Bon, il y a une vraie volonté. Il y a une vraie volonté de la Commission, il y a une vraie volonté des États membres. La Commission elle a bien compris que la complexité, c'était ce qui l'a tué. Enfin, c'est ce qui tuait le rapport du citoyen à l'Europe. Là, je viens de la recherche, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le PCRD, pour déposer un projet, c'est l'horreur. Donc ça, je crois que quand même, et loin de toute démagogie, on a bien compris qu'il fallait vraiment simplifier, sinon on éloigne le citoyen de l'Europe, on a l'impression que quelque chose de compliqué, ça ne marche pas. Le détail de tout ça, ça va être réglé ensuite. Je n'ai pas voulu rentrer dans tous les détails de la comitologie, pardon, mais je vous en dis un mot. La mise en œuvre du programme, elle se fait par la Commission sous le regard des États membres, au travers d'un comité. Ce comité se réunit régulièrement et il contrôle ce que fait la Commission. Et il précise, et c'est lui justement, ce comité-là, avec tous les États membres, qui ensuite ajuste et fait des remarques et permet la simplification. Et le premier comité de préfiguration, parce qu'on est obligé de le réunir avant, d'Erasmus pour tous, qui ne se réunira officiellement qu'à partir de 2014, il a lieu là au mois de juin, le 5 juin. Donc le 5 juin, on va commencer à poser précisément ces questions-là pour 2014. Ça peut sembler très procédurier, mais c'est comme ça qu'on fait. Si on se laisse aveugler tout de suite par des questions trop de détails, c'est pas péjoratif, mais si on rentre tout de suite dans le détail, on est paralysé et on ne voit plus les grandes questions. Donc on commence par les grandes questions et on passe ensuite à ces questions-là qui sont plus des détails. On pose les principes, on les développe ensuite. J'ai une deuxième question aussi. Il a été mentionné donc, de renforcer la mobilité des enseignants. Oui. Donc comment ça va se passer par la suite? Est-ce qu'en fait dans les établissements on devra se regrouper en tant qu'équipe autour d'un projet pour partir en mobilité plutôt groupée ou Alors ça fait aussi partie des détails enfin c'est pas péjoratif, mais ça fait partie des aspects techniques qui vont être réglés petit à petit dans les 6 mois qui viennent. Je ne peux pas vous répondre là, à ce stade-là, de façon précise. C'est un sujet très important, la mobilité des enseignants. En national, vous savez qu'on a des instruments nationaux, il y a les Jules Verne, enfin, on a des moyens de développer la mobilité des enseignants. C'est un thème très important dans d'autres pays, en Allemagne par exemple. J'ai des collègues allemands qui me disent que c'est important que nos profs, qui sont souvent très, très stables, puissent partir et aller à l'étranger. Ce n'est pas qu'une préoccupation française. Donc ça, pour le coup, là aussi, c'est vraiment techniquement, ça va être mis au point dans les mois qui viennent. Et enfin, une dernière question au sujet en fait, de l'harmonisation dans les différents pays européens au niveau des agences respectives et en ce qui concerne les exigences par rapport aux résultats attendus en fait, dans les bilans finaux. Qu'est-ce que vous appelez les résultats? Tout ce qui est production finale, en fait, qui sont évalués dans les rapports finaux, pour par exemple les projets multilatéraux. Donc au niveau des exigences, a priori, il y a certains pays qui sont moins regardants sur certaines exigences, par exemple, notamment la Grande-Bretagne, pour ne pas la citer. Non, il faut pas dénoncer. Enfin, alors là, je ne suis pas au courant du problème mais ce qui est bien, c'est que c'est aussi l'intérêt de venir jusque ici et de vous écouter, c'est que je peux faire remonter ensuite. Donc moi, je ne suis pas au courant de ce problème-là. Je ne l'ai pas entendu évoqué par mes collègues qui sont vraiment dans le comité de programme. Je le retiens et puis je leur poserai la question. A priori, les règles d'audit, puisque c'est des règles d'audit,
Les États membres en sont responsables et c'est les mêmes pour tout le monde. Et les contrôles de la Commission, croyez-moi, quand ils n'arrivent pas tout le temps, hein, mais quand ils arrivent, ils sont quand même assez violents. Donc normalement, la Commission fait attention à ce que les règles, les mêmes, s'appliquent partout. Mais c'est un point que je ferai remonter. D'accord. Merci. Bonjour, Sandrine Trijassou de l'IUT de Grenoble. J'avais une question, mais je crois qu'elle est un peu technique en fait. C'était également, j'essaye, voilà. Donc c'était également sur la mobilité enseignante. Oui. En fait, il me semble avoir vu passer dans les documents Erasmus que les profs peuvent partir dans des entreprises étrangères. Bah oui, je crois. C'est pas. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Et on peut aussi faire venir des professionnels dans l'enseignement. Tout à fait. C'est ce que j'appelais l'effet structurant établissement-entreprise. Hein. C'est le même. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Donc ça va être maintenu. Alors, est-ce que ce sera maintenu? Là, je vais vous dire techniquement, j'en sais rien, tout ça va être précisé dans les mois qui viennent. Mais ça existait, je vois mal, vu le contexte actuel, que ça ne soit pas reconduit sous cette forme ou sous une autre. Si on est dans une perspective de plus de flexibilité entre les partenaires, ça semblerait logique que ça le soit. Globalement, quand même, la logique européenne, dans son ensemble, c'est que, sauf échec retentissant, on essaye plutôt toujours d'enrichir le programme, plutôt que de couper. Alors, ça arrive hein, qu'on coupe certains programmes, voilà, parce qu'ils coûtent cher, parce qu'ils ne sont pas très efficaces, parce que leur impact n'est pas très... ou parce qu'à la commission, il y a quelqu'un qui a décidé que ça n'intéressait plus, ça arrive aussi. Mais globalement, on prend le même programme et on l'enrichit, on le développe. Enfin, la logique européenne, c'est quand même une logique positive d'enrichissement et de progrès. J'ai l'air un peu idéologue quand je le dis, mais c'est aussi ça. Donc, tout ce qui globalement marche bien, on ne coupe pas. Surtout si on a un peu plus d'argent, ce qui risque d'être le cas. Bonjour, Amar Thioune, donc je suis responsable du service coopération décentralisée du Conseil général de l'Isère. Donc ma question, elle est surtout, vous avez, depuis ce matin, j'entends parler des collectivités locales. Je veux savoir justement dans ce nouveau cadre-là, Erasmus pour tous, quelle sera la place des collectivités locales aujourd'hui? Je ne vais pas vous dire de me dire exactement les dispositifs qui sont prévus. Par contre, est-ce qu'il y a des objectifs, dans les objectifs qui sont fixés, la place des collectivités dans le cadre de la mobilité des jeunes est prévue et comment? Alors, je dirais que s'agissant d'Erasmus, pour le moment, les collectivités locales, elles sont associées, mais je dirais qu'elles ne le sont pas directement. Alors, soyons prudents sur ces questions-là. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup d'instruments qui vont devoir être remis à plat en lien avec l'adoption du nouveau programme. Et je n'irai pas plus loin, mais il y en a beaucoup. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir si, comment, parce que de toute façon c'est un objectif, hein, il y a une dimension fortement territoriale dans tout ça. Donc il va falloir associer les conseils régionaux, les conseils généraux à tout ça. Il va falloir y réfléchir. Vous savez peut-être que, de mémoire, l'Association des régions de France a intégré le conseil d'administration. On ne dit plus conseil d'administration, on dit assemblée générale, parce que la loi Warsmann est passée par là, mais de A2E2F, par exemple. Ça, c'est déjà fait. Donc, on a ce souci-là. C'est vrai que dans le cadre d'une gestion décentralisée d'Erasmus, c'est pas forcément facile. Mais ça commence. Et je vous dis, on n'a pas attendu le nouveau programme pour associer l'Association des régions de France à la gestion d'Erasmus, et à l'Assemblée générale de A2E2F. Donc c'est un sujet important. C'est un sujet d'autant plus important que si on veut trouver des synergies, selon la terminologie moderne, avec les fonds structurels qui, eux, vont être très largement, vont être largement dévolus aux collectivités locales. Il va falloir réfléchir à ce qu'on n'empiète pas les uns sur les autres, qu'il n'y ait pas de doublons et que tout ça fonctionne harmonieusement. Merci, M. Thierry.